Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis particulièrement heureux de vous souhaiter la bienvenue dans cette maison d'Amérique latine qui nous accueille et qui accueille également, vous le savez, l'exposition Le Brésil illustré, l'héritage post-colonial de Jean-Baptiste Debré. Cet accueil, je le fais d'abord au nom de Jean-Marc Laforêt, qui vous prie de l'excuser de ne pouvoir ouvrir lui-même personnellement ce colloque, président de la Maison d'Amérique latine, après avoir été ambassadeur dans différents pays d'Amérique latine. Jean-Marc Laforêt est en déplacement et c'est pourquoi il m'a prié de vous adresser en son nom quelques paroles de bienvenue. Donc soyez ici, dans cette maison amie de l'Amérique latine, sous un toit amical donc, et c'est sous ces auspices, bien sûr, que notre réflexion va se déployer pendant ces 2 jours. Alors, je voudrais, en introduction à ce colloque, rappeler les étapes qui ont conduit à nous réunir aujourd'hui autour des artistes qui se confrontent aux images du passé colonial à travers la figure de Debré dans le cadre de l'exposition, mais de manière plus générale pour notre colloque. Et les quelques mots que je vais dire d'ailleurs dépassent très largement Debré puisqu'il n'en sera pas question. Au début des années 2000, avec un groupe pluridisciplinaire de chercheurs, à la fois européens et brésiliens, nous avions décidé de travailler sur le voyage pittoresque et historique au Brésil de Debré et le livre Brésil de Ferdinand Denis. Ce travail pluridisciplinaire de recherche a donné lieu en 2008 à la publication d'un livre, A Construção Francesa do Brasil, et la construction française du Brésil, ce qui montrait bien que nous sommes dans le cadre d'une réflexion sur la pensée à la fois du texte et de l'image comme construction et non pas comme reflet d'une réalité. Ce livre a été apparu en 2008 à São Paulo chez l'éditeur Ucitec. J'avais mis alors en exergue de ce travail collectif, dont je n'étais que le coordinateur, une phrase de Chiara Evangelista, qui est une des membres du groupe de travail en question, qui dit ceci. On ne sait pas toujours qui sont les auteurs de ces images du Brésil du commencement du XIXe siècle qui sont reproduites partout. Elles sont brésiliennes. Elle représente ce qui ne fut pas réellement ainsi, mais qui sera comme ça pour toujours. Rapport problématique au réel, puissance de la représentation, le paradoxe exprimé par Chiara Evangelista est fondateur des interrogations que j'ai développées depuis dans Rever Debré, qui est en fait l'édition brésilienne qui est sortie en 2003 du livre que je viens de publier, sous un titre qui convient mieux pour le lectorat français qui ne connaît pas Debré. Donc dire revoir Debré ne signifiait rien pour le public français. Donc on a choisi avec mon éditeur Actes Sud de transformer le titre et de choisir cette fois Le Brésil illustré, l'héritage postcolonial de Jean-Baptiste Debré, ce qui situe Debré lui-même un peu par rapport à l'histoire, cette histoire que les Français mettent du temps à connaître, l'histoire du Brésil impérial. Et c'est donc à partir de ce travail qu'avec Gabriela Longman, nous avons monté l'exposition qui est en bas. Et c'est donc le point de départ de ce colloque. Tout part donc d'une profusion d'images, les Brasilianas, de leur fabrique,
de leur multiplication, de leur transmission et finalement de leur réception. L'exposition, comme moment d'apparition de ces choix et de ces ambivalences, agit comme un révélateur. Elle force à voir et elle aide à contextualiser et à comprendre. Lorsque Debré commence à publier les premières livraisons de son voyage pittoresque et historique au Brésil, Godefroy Engelmann, fameux éditeur de lithographie de Paris, du Paris des années 20 et 30, Engelmann faisait déjà circuler dans toute l'Europe les images du voyage dans le Brésil de Johann Moritz Rugendas, qui est, lui, un célèbre dessinateur et voyageur qui a traversé les différentes Amériques. Il est allé non seulement au Brésil, mais au Mexique, au Chili, etc. Et il inondait le marché européen de l'image de ce qu'il rapportait de ses voyages. La publicité conçue par Engelmann pour l'ouvrage de Rugendas reposait sur les perspectives de développement qu'offrait à l'époque le Brésil, une terre à exploiter, offerte à des colons courageux, en quête d'efforts et de conquête. C'est ça les arguments que Engelmann développait dans sa publicité pour le voyage au Brésil, voyage dans le Brésil de Rugendas. Les images qu'il produisait et diffusait étaient déjà une propagande pour une nouvelle colonisation des terres brésiliennes, dans le cadre, cette fois, de l'Empire qui venait d'être créé. Debré, qui n'était pas un voyageur, avait en vue un autre public, celui des artistes et des savants auxquels il dédie son ouvrage. Public très réduit, au point qu'on peut le qualifier de public imaginaire, puisque, contrairement à ceux de Rugendas ou de Chamberlain, son livre n'a pas trouvé de lecteur, ou plutôt, il a dû attendre un siècle pour en trouver. Ce décalage temporel de la réception laisse présumer un certain décalage de ces images par rapport à l'époque où elles sont produites. Il pose donc la question extrêmement difficile, qu'est-ce qui fait des images de l'un qu'elles plaisent et de l'autre qu'elles rebutent? Alors que quand on les compare, on dit, bon, finalement, c'est tous des voyageurs qui représentent un monde exotique. Eh bien, ce n'est pas si simple, et c'est ce que j'ai essayé de développer dans le livre que j'ai consacré à cette question. Debré sera rejeté par l'IAGB, l'Institut historique et géographique brésilien, et oublié pendant un siècle avant que, à l'occasion du premier puis du deuxième centenaire de la création du Brésil, en 1922 et en 2022, ces images deviennent, de préférence à celles de ses collègues artistes, Rugendas, Chamberlain, mais aussi Ender, qui était un dessinateur autrichien, ou Steinmann, l'objet iconique auquel les artistes contemporains ont voulu se confronter. Alors, depuis la période 2009 de publication de notre premier essai sur la construction française du Brésil, le débat sur les représentations du monde colonial s'est grandement développé, enrichi et politisé. On sait que la lecture des images du passé se fait, comme toujours, à partir des préoccupations contemporaines. Celles-ci sont nombreuses. Lutte de la mémoire contre l'oubli, lutte contre la marginalisation, revendication identitaire, lutte anticoloniale. Elles sont certes diverses, mais toutes se confrontent à une forme ou une autre
de violence sociale, qu'on la pense systématique et politique, ou qu'on la perçoive comme intemporelle et anthropologique, sur le thème Homo homini lupus. Souvent d'ailleurs, dans le travail des artistes qui affrontent la question de la violence, il s'avère difficile de séparer le désespoir face à la répétition de l'espoir politique de transformation sociale. Puisque ce colloque ouvre son questionnement à l'art contemporain en général, et non seulement aux œuvres qui dialoguent directement avec celles de Debré, qui est le sujet non pas du colloque mais de l'exposition, je voudrais évoquer devant vous l'exposition d'un artiste contemporain français, le peintre Guillaume Bresson, né en 1982, je le précise, c'est-à-dire qui appartient à la même génération que la plupart des artistes brésiliens qui font partie de l'exposition, et qui se tient en ce moment même au château de Versailles. Alors, vous avez une première image de la salle occupée par Bresson au château de Versailles. Ce peintre, alors quelques mots pour caractériser Bresson, ce peintre, sans formation artistique, culturelle, au moment où il commence à s'exprimer comme graffeur, découvre les moyens de représentation de la violence qu'il connaît bien, qu'il partage au quotidien dans des groupes marginaux dont il fait partie à Toulouse. La violence est donc son vécu. Il règne dans ces groupes, dit-il, un entre-soi masculin, une marginalité sociale et culturelle non dépourvue d'une certaine fraternité. Bresson avoue avoir fait quelques séjours en garde à vue à cause de ses graffitis, ce qui, ça c'est le côté édifiant de l'histoire, incita ses parents à lui offrir des cours de dessin, initiative heureuse qui le conduira finalement aux Beaux-Arts de Paris et aujourd'hui à Versailles. L'important dans cette biographie express, c'est que Guillaume Bresson se saisit de la violence qui émaille son quotidien sans a priori esthétique, et donc sans prévention contre la peinture figurative classique avec laquelle l'école l'a mis en contact. Tout à la recherche des moyens de représenter ce monde violent dont il partage l'intimité, il demande à ses proches de jouer devant lui des scènes de violence qu'il va fixer par la photographie. Ces maquettes, sorte de répétition générale, lui permettent de visualiser, d'analyser exactement les mouvements et les gestes qu'il reproduira plus tard sur la toile. Voilà donc une vue large d'une lutte de corps, exprimant une violence, et je vous la donne en gros plan pour que vous saisissiez le type de peinture auquel cela donne lieu. Les photographies qu'il tire de ces mises en scène, retravaillées, découpées et recomposées grâce à l'outil numérique, lui permettent de fabriquer des images qui offrent, comme celle-ci, une solennité inusitée à mes yeux dans l'art contemporain, laquelle renvoie inévitablement à ses modèles avoués, Caravage et Poussin. De plus, Guillaume Bresson peint à l'huile, car ce médium exigeant est aussi, explique-t-il, celui qui permet l'expression de toute la sensualité qu'il veut mettre dans ces corps en interaction violente, dans leur étrange apothéose paradoxale. Enfin, élément essentiel au questionnement que je voudrais partager avec vous, et c'est la raison pour laquelle je dis quelques mots de cette exposition, Guillaume Bresson, volontairement, expose aujourd'hui ses toiles
dans les salles Afrique, salles donc de peinture d'histoire du château de Versailles. Il les expose dans l'espace même où sont accrochées les compositions spectaculaires commandées à Horace Vernet par Louis-Philippe, roi des Français, pour célébrer la conquête coloniale de l'Algérie à partir de 1830. Là, une vue de l'exposition. Et il commente, donc Bresson commente, ces tableaux deviennent, à travers le regard contemporain, des preuves des crimes qui y sont représentés. Leur exposition dans l'espace majestueux des galeries de Versailles crée, du fait de la contiguïté dans laquelle ils se regardent, un effet de vase communicant où circulent des flux de violence. C'est pourquoi ils deviennent, selon la formule de Guillaume Bresson, des pièces à conviction accusatrices. Le gigantisme des toiles, vous le voyez ici, la toile d'Horace Vernet fait 22 mètres de long. Le gigantisme des toiles de Vernet visait évidemment à provoquer une émotion épique. Leur confrontation à celle de Bresson efface l'apologétique coloniale pour ne donner à voir, par la modification du regard provoqué par le changement d'époque, qu'un carnage sans grandeur. La question du collage des époques, autrement dit de l'anachronisme, omniprésente dès qu'il s'agit de relecture, prend ici tout son relief et son efficacité. En projetant la violence des marges de la société contemporaine sur l'écran panoramique de l'hagiographie coloniale, ce dispositif d'exposition retourne le sens des images de Horace Vernet, dont l'intention, on le sait, était de célébrer la victoire de l'armée française en 1847 sur l'émir et savant Abdelkader Ibn Mouhedine, chef de la résistance algérienne à l'envahisseur français. Cet usage, c'est ça qui m'intéresse, que je voulais vous présenter, cet usage de l'effet de contiguïté n'est pas étranger au travail et à différentes... Pardon, c'était pas sur ce bouton-là qu'il fallait appuyer, c'était sur l'autre. Cet usage de l'effet de contiguïté n'est pas étranger au travail de Jaime Laureano lorsqu'il confronte l'actualité de la violence raciale au Brésil aux images de Debray. Comme l'écrit Christophe Le Ribaud, directeur du château de Versailles, dans le catalogue de l'exposition qu'il a proposé à Guillaume Bresson, proposant en même temps cette confrontation avec Horace Vernet, Le Ribaud écrit « Des mondes si dissonants pourraient s'ignorer. L'exposition les met face à face, soulignant la permanence des inégalités et des rapports de domination qui s'inscrivent dans les territoires et dans les corps. » Ceci me conduit à une dernière remarque. Les travaux que nous avons proposés dans l'exposition avec Gabriela travaillent fondamentalement sur le principe du collage, une esthétique du choc contradictoire. Je cite, « Le drame est ce conflit des éléments disparates quand ils sont réunis dans un cadre réel où leur propre réalité se dépayse. » Fin de citation. Disparate, cadre réel, vraisemblable, dépaysement. Ces mots sont extraits de La peinture au défi, préface d'Aragon, une exposition de collage à la galerie Goymans en mars 1930. La stratégie du collage est celle de l'inquiétude,
peut-être même au sens de l'unheimlich de Freud, face à une réalité dépaysée. Sous les fastes de Versailles, le dépaysement des violences de banlieue arrime Horace Vernet au regard critique sur le colonialisme. Collage de situations, collage de temporalité, collage de mémoire, les dramaturgies rassemblées dans Le Brésil illustré, l'héritage postcolonial de Jean-Baptiste Debré, sont un défi à la pensée, à la représentation et à la politique. Elles fondent les questions que j'ai voulu vous proposer pour notre réflexion dans ce colloque. Ceci étant dit, je vais donner la parole à Anne Lafont, que je présente très rapidement d'un mot. Anne est collègue à l'École des hautes études, et nous aurons tout à l'heure la directrice du CRAL, Tiffaine Samoyau, qui dirige la cellule de recherche de l'École des hautes études consacrée aux arts et à la littérature. Anne Lafont, c'est à peine si j'ai besoin de la présenter, tant elle est connue dans nos milieux. L'art et la race, l'Africain, tout entre guillemets, contre l'œil des Lumières. L'artiste savant. Anne a participé à la grande exposition qui a inauguré le commencement d'une réflexion de l'histoire de l'art muséal en France, à Orsay, avec le modèle noir. Et avec François-Xavier Fauvel, elle a conçu et publié une histoire mondiale et transculturelle de l'Afrique. Anne est une pièce maîtresse dans le dispositif de réflexion sur les questions qui nous intéressent, et c'est pourquoi j'ai le plaisir de lui céder le micro.